Bonjour et bienvenue dans notre nouvel épisode de Mind Matters, le podcast de l'association luxembourgeoise pour le dialogue interculturel qui explore les dessous de la santé mentale des jeunes. Pour commencer, pouvez-vous vous présenter et nous expliquer votre parcours en lien avec la santé mentale des jeunes? Alors, je suis docteur en lettres, formée pendant 5 ans à la psychothérapie. Mon travail s'articule entre le récit et la clinique, donc je m'intéresse particulièrement à la manière dont les expériences traumatiques, notamment les violences sexuelles, s'inscrivent dans le psychisme des enfants et des adolescents et à la façon dont la parole peut devenir un espace de reconstruction. Donc mon engagement porte sur la prévention, la sensibilisation, mais aussi l'accompagnement des jeunes victimes et des adultes qui ont été victimes dans l'enfance. Et c'est la raison pour laquelle j'ai ouvert donc le bureau luxembourgeois de l'ONG internationale Innocence en danger. Quand on parle de santé mentale des jeunes aujourd'hui, de quoi parle-t-on exactement? On parle du bien-être psychique, émotionnel et relationnel des enfants et des adolescents, donc ce qui inclut se sentir en sécurité, développer une estime d'eux-mêmes, réguler leurs émotions, construire des relations stables et aussi se projeter dans l'avenir. Donc la santé mentale ne se résume pas à l'absence de troubles, c'est vraiment un équilibre fragile entre le développement personnel, l'environnement familial, scolaire et social. Les violences sexuelles envers les mineurs sont-elles encore un sujet tabou dans le champ de la santé mentale? Oui, malheureusement. Même si la parole se libère davantage, les violences sexuelles envers les mineurs restent entourées de silence, de honte et de déni. Du côté des victimes qui peuvent se sentir coupables ou menacées, du côté des adultes qui ont parfois du mal à concevoir que cela puisse arriver dans leur entourage, et aussi du côté des témoins qui ont souvent peur des représailles s'ils dénoncent les faits. Et donc ce silence aggrave les conséquences psychiques. Quels sont les impacts psychologiques les plus fréquents chez un mineur victime de violences sexuelles? Les impacts varient selon l'âge, la durée des violences et aussi le contexte, mais on observe fréquemment l'anxiété et troubles du sommeil, un état de stress post-traumatique, la dépression, les troubles alimentaires, les difficultés scolaires, l'isolement, une perte d'estime de soi, des comportements auto-agressifs. En fait, le traumatisme touche profondément le sentiment de sécurité interne et l'image de soi. Les effets sont-ils toujours visibles immédiatement ou peuvent-ils apparaître plus tard? Alors non, ils ne sont pas visibles toujours immédiatement. Certains enfants continuent à fonctionner normalement en apparence. Le psychisme peut mettre en place des mécanismes de protection, comme la dissociation, et c'est ce qu'on va appeler la mémoire traumatique. Les effets peuvent apparaître des années plus tard, à l'adolescence, à l'âge adulte, même parfois très très tard, et notamment lors d'événements de vie importants. Quels sont les signaux d'alerte que les parents, enseignants ou proches devaient repérer? Alors il n'y a pas un signe unique, mais des changements inhabituels, comme la modification soudaine du comportement, la régression, l'énurésie ou la peur du noir, la sexualisation précoce ou inadaptée, le repli sur soi, l'agressivité inhabituelle, une baisse brutale des résultats scolaires, des troubles alimentaires, des plaintes somatiques répétées, et le plus important, c'est d'être attentif aux changements et de ne surtout pas les banaliser. Que doit faire un adulte lorsqu'un enfant relève des violences sexuelles? La priorité, c'est d'écouter sans interrompre, sans douter et sans interroger de manière intrusive, donc dire clairement je te crois, tu n'y es pour rien, tu as bien fait de m'en parler. Et il y a vraiment une règle d'or, c'est croire, protéger et agir. Écouter sans juger, ne pas poser de questions trop techniques, le rassurer, tu as bien fait de me le dire, ce n'est pas de ta faute. Protéger, ne pas confronter l'agresseur soi-même, le signaler évidemment, en dépôt de plainte, un signalement, et aussi trouver de l'aide pour être accompagné dans les démarches juridiques auprès d'associations par exemple. La réaction de l'adulte va vraiment être déterminante pour limiter les conséquences psychiques. Quelles peuvent être les conséquences à l'âge adulte lorsque les violences n'ont pas été prises en charge? Alors on peut observer des troubles anxieux chroniques, la dépression, des addictions, des troubles de la personnalité, des difficultés relationnelles ou conjugales, des troubles de la sexualité, une revictimisation, mais il est essentiel aussi de dire qu'un accompagnement adapté permet une reconstruction même si elle est tardive. Quel type d'accompagnement thérapeutique est recommandé pour les mineurs victimes? Donc un accompagnement spécialisé en psychotraumatologie, selon l'âge et la situation, ça peut être des thérapies basées sur le trauma via l'EMDR, une approche aussi des thérapies médiatisées avec le dessin, le jeu, la médiation animale. Pour les plus petits qui n'ont pas de mots par exemple, il y a l'équithérapie et aussi pour les ados et les adultes, un groupe de parole pour briser l'isolement. Donc le cadre doit être sécurisant, progressif et surtout respectueux du rythme de l'enfant. Quel message souhaiterez-vous adresser aux parents et aux jeunes qui nous écoutent?
Alors j'aimerais d'abord élargir le message à tous les adultes qui nous écoutent, que vous soyez parents, enseignants, entraîneurs, mais aussi médecins, policiers ou magistrats. Vous avez entre vos mains un pouvoir immense sur le destin d'un enfant ou d'un adulte brisé. Chaque décision que vous prenez, chaque regard que vous portez sur une victime peut soit prolonger son calvaire, soit devenir la première pierre de sa reconstruction. La justice et la société ont un devoir de réparation et reconnaître la souffrance, c'est déjà commencer à la soigner. Donc surtout ne détournez pas le regard. Être un allié, c'est parfois très concrètement sauver une vie. Et à ceux qui portent ce fardeau, parfois dans le silence depuis des décennies, je veux dire ceci, votre douleur n'a pas de chronomètre, ne vous excusez jamais de ne pas aller assez vite. Le trauma est une tempête qui a tout bousculé et rebâtir sa maison intérieure prend vraiment du temps. Donc sachez-le, la résilience n'est pas un retour à l'état d'avant, c'est la naissance d'un après où vous n'êtes plus victime mais un survivant, une survivante. Le chemin est certes sinueux, il est parfois long, mais il mène à la lumière et se reconstruire est possible. Retrouver sa joie est possible, reprendre le pouvoir sur son histoire est un droit que personne ne peut vous enlever. Et si je peux vraiment donner plus précisément aux parents, osez poser des questions, créez un climat où votre enfant sait qu'il peut parler sans peur, soyez un refuge puisque l'amour et l'écoute sont les meilleurs remparts contre les séquelles à long terme. Et aux jeunes, si vous avez quelque chose qui vous met mal à l'aise, si quelqu'un dépasse vos limites, vous avez le droit de le dire et ce n'est jamais de votre faute. Votre corps vous appartient et ce qui vous est arrivé ne définit pas qui vous êtes. Et je rajoute que la honte appartient toujours à l'agresseur. Quel rôle la société doit-elle jouer dans la protection de la santé mentale des mineurs face aux violences sexuelles? La société doit passer d'une culture du silence à une culture de la vigilance et de la protection. Et cela passe par l'éducation au consentement dès le plus jeune âge, la formation des professionnels et une justice qui protège réellement les mineurs. La santé mentale des enfants est un choix politique et la société a un rôle majeur. Renforcer la prévention dès l'école, former les professionnels, faciliter l'accès aux soins spécialisés, soutenir les associations engagées, des associations comme Innocence en danger jouent un rôle crucial dans la sensibilisation, l'accompagnement et la protection des enfants. Donc la protection de l'enfance n'est pas une affaire privée, c'est une responsabilité collective. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mind Matters. N'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux de l'association luxembourgeoise pour le dialogue interculturel. Et à bientôt pour un nouvel épisode.